résolution. Et puis d'autre part, accessoirement, et puis là c'est le géomètre qui retrouve sa préoccupation, il faut définir une géométrie, c'est-à-dire pour simplifier, une relation à peu près partout entre une position dans l'image et une position sur le terrain. Et puis si vous êtes habitué aux écritures différentielles, on peut définir l'échelle d'une carte ou d'une image comme la dérivée d'une position sur l'image par rapport à une position sur le terrain. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont relativement bien maîtrisées. Maintenant, la capacité que l'on a d'extraire des informations du capteur est quelque chose de très variable. Ce n'est pas quelque chose, c'est loin d'être une science exacte, et je vais essayer de le montrer. Alors je voudrais revenir un petit peu en arrière, même beaucoup en arrière, parce que je disais au tout début que par contre, le haut de mon image est coupé, on ne va pas voir les titres, donc je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire. Donc, le haut de mon image, je parle de l'héritage de la Renaissance, parce que sur cette histoire d'un siècle et demi, eh bien, le début de cette histoire, au milieu du 19e siècle, je dirais que la photo aérienne est née un petit peu par hasard, c'est-à-dire qu'il y avait des ingrédients, il y avait la photo qui avait été inventée depuis une trentaine d'années, les ballons qui commençaient à voler depuis à peu près un siècle, et puis la photo aérienne est arrivée. Ce n'est pas vraiment une époque où il y a un grand bouleversement technique et intellectuel. Si je reviens en arrière, que je remonte à la précédente grande révolution intellectuelle et technique, je pense qu'on peut la situer aux alentours du XVIe siècle, pendant une période, voilà, la Renaissance au sens large. Et je citerai parmi les grandes évolutions, et ce n'est pas exhaustif, en sélectionnant les choses qui m'intéressent pour les propos de mon exposé, par exemple, la perspective, dont les bases théoriques ont été établies par des mathématiciens et des artistes, et le plus actif d'entre eux dans ce domaine étant Dürer, l'héliocentrisme de Copernic, qui a révolutionné notre façon de concevoir l'univers et qui a eu un impact sur la géographie de notre planète, l'utilisation d'instruments grossissants qui a permis de révolutionner la physique avec Galilée, et puis au début du XVIIe siècle, le mariage de la géométrie et de l'algèbre qui a donné naissance à ce qu'on appelle la géométrie analytique, dans laquelle un point de l'espace est remplacé par ses coordonnées dans un système d'axes, et donc un objet géographique est remplacé par son équation, et un problème de géométrie est résolu par le calcul. Et ça, ça fait faire un bond considérable dans des tas de domaines. Si je rajoute le fait qu'à cette époque, on a également l'imprimerie qui va permettre de diffuser très largement les connaissances, le déclin de la féodalité qui va donner un nouveau regard sur les questions foncières, et puis évidemment les grandes découvertes qui vont susciter de nouveaux besoins de représentation, de cartographie, etc. On comprend bien que ce XVIe siècle est une période qu'on pourrait appeler une révolution, à la suite de laquelle il n'y a pas eu de bouleversement majeur pendant à peu près 4 siècles, jusqu'aux dernières décennies, me semble-t-il. Et donc l'histoire que je vous raconte, qui commence sous le Second Empire, eh bien c'est une naissance relativement calme, alors que la fin de cet intervalle d'un siècle et demi, c'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une période de turbulence dont on ne connaît pas tout à fait l'issue. Alors, il y a quand même un certain nombre de choses qui se sont passées pendant cette accalmie de 4 siècles, et j'en citerai 2 qui se sont déroulées pendant la décennie qui va de 1820 à 1830 environ. La première que je voudrais citer, c'est le développement d'une géométrie non euclidienne. Alors, une géométrie non euclidienne, c'est une géométrie dans laquelle plusieurs droites parallèles différentes peuvent passer par le même point. Une affinité de droites parallèles, et donc donc Gauss, le mathématicien Gauss, est un des principaux artisans de cette nouveauté mathématique, et c'est une géométrie qui est particulièrement adaptée pour décrire la surface d'un objet comme notre planète, dont on sait à l'époque, depuis peu, quelle est sa forme, cette sphère aplatie dont on connaît les dimensions, et sur lesquelles on voudrait être capable de calculer des distances, des angles, etc. Donc les géométries non euclidiennes, ce sont des géométries dans lesquelles on peut par exemple considérer un triangle dont la somme des angles ne vaut pas 180 degrés. Et donc ça ouvre des nouvelles possibilités pour ce qu'on appelle la géodésie, c'est-à-dire la science de la localisation et de la description de la forme de la Terre. Et puis autre nouveauté dans cette même décennie, c'est l'invention de la photographie. Donc on a ici les 2 noms les plus influents de cette nouveauté, c'est en France, Nicéphore Niépce qui est plutôt l'inventeur, et Louis Daguerre qui est plutôt l'industriel qui en a fait quelque chose de viable sur le plan économique. Alors je précise que la photographie c'est avant tout une invention de chimiste, parce que l'optique était quelque chose qui est mûr depuis de nombreux siècles à l'époque. Ça fait des siècles qu'on porte des lunettes, qu'on a des télescopes, etc. Mais ce qui manquait, c'était la possibilité de fixer la lumière sur une plaque qu'on va ensuite conserver. Et c'est vraiment les chimistes qui étaient attendus pour permettre l'invention de
de la photographie, ou piètre qualité de ma reproduction. Donc ça c'est une représentation du plus ancien appareil photo. Et là, ce qui est considéré comme la plus ancienne photographie, où l'on voit donc Ounibs a photographié depuis une fenêtre de chez lui, ce qu'on voit autour de lui. Alors vous voyez deux choses. La première, c'est que c'est très granuleux. Alors il est avéré que la photo était nette à l'époque et qu'elle s'est dégradée rapidement parce qu'on n'avait pas les moyens de la fixer longuement. Et ce que vous voyez aussi, c'est que le jeu d'ombre et de lumière est relativement surprenant, un petit peu inhabituel. Et la raison est simple, c'est qu'à l'époque, le matériau était trop peu sensible à la lumière, donc il fallait un temps d'exposition, non pas d'une fraction de seconde comme aujourd'hui, mais de plusieurs jours. Donc le soleil avait le temps de faire plusieurs fois le tour, ce qui fait que les ombres partaient dans tous les sens. Et évidemment, c'est très incommode à observer, et vous n'avez de face sombre que dans le côté nord qui ne reçoivent jamais la lumière. Alors, il manque, à cette époque-là, il ne manque que la photo pour que naisse la photogrammétrie. Alors, je suis désolé, le bandeau supérieur de mon écran est coupé, donc il y a un problème de communication avec la projection. Donc, le nom de ce personnage qui est écrit en haut de mon écran n'apparaît pas ici. C'est un officier du génie qui s'appelle Aimé Loceda, le capitaine Loceda, qui deviendra colonel plus tard, qui sera lui aussi professeur au CNAM et qui deviendra même directeur du conservatoire. Ce qui prouve que les sciences topographiques peuvent donner de l'élan à ceux qui les pratiquent. Et puis, donc, cette technique qu'il appelle lui à l'époque la métrophotographie, qu'on connaît aujourd'hui comme photogrammétrie, eh bien, elle consiste tout simplement à mesurer un objet, à mesurer les propriétés tridimensionnelles d'un objet à partir de sa photo. Et je parlais tout à l'heure de l'héritage de la Renaissance. En fait, il y a un double héritage très clair de la Renaissance, puisque la photogrammétrie a deux ingrédients. La perspective, dont je disais un peu plus tôt que des architectes, artistes et mathématiciens de la Renaissance l'avaient mise en place, ça se voit d'ailleurs dans les œuvres picturales, et d'autre part la stéréoscopie, c'est-à-dire cette capacité que nous avons avec deux yeux, en observant deux images, de reconstituer dans notre cerveau un monde tridimensionnel. Et ce qui est amusant, c'est que la première publication sur la stéréoscopie apparaît dans un ouvrage sur la magie, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop situer dans le monde scientifique. Et donc la photogrammétrie, dont le premier brevet a été déposé en 1848, donc vous voyez que ça date un petit peu, donc ça c'est le château de Vincennes qui a été restitué ensuite à partir de photos, et bien elle consiste à prendre un certain nombre de photos, au moins deux, et le topographe, au lieu de viser des points devant lui sur le terrain, eh bien, va les viser dans la photographie. Et donc ça va accélérer le travail du topographe, le rendre plus efficace. Et donc, pour cela, l'Oceda que je citais tout à l'heure, mais on a aussi l'équivalent de la concurrence allemande, l'Oceda développe ce qu'on appelle un photothéodolite, c'est-à-dire un théodolite dans lequel la lumière est remplacée par un appareil photo, ou en d'autres termes, un appareil photo avec un système de mesure d'angle qui permet de savoir exactement dans quelle direction la photo est prise, ou avec ici un niveau à bulle qui permet d'avoir l'origine de cette mesure d'angle. Donc ça, c'est quelque chose qui va se répandre. On est sous le Second Empire. À l'époque, on ne parle que de photographie terrestre. On est sur Terre et on observe les choses, les monuments en particulier, ou les paysages en montagne qui sont devant nous. Et donc, on est un certain temps avant la photographie aérienne. Alors, on est sous le Second Empire, et à cette époque-là, le problème du temps de pause de la photographie, que je citais tout à l'heure comme étant un empêchement, je dirais, de vraiment prendre des photographies, va être résolu au point qu'on va pouvoir trouver vraiment un marché. Les familles aisées vont acquérir des appareils photographiques, on prend beaucoup de photos, et puis les personnalités font tirer leurs portraits non plus par des peintres, mais par des photographes, le plus célèbre étant Nadar, que vous voyez ici dans son autoportrait, et qui a tiré les portraits de personnages de l'époque. Vous reconnaissez Sarah Bernard, Gambetta, Victor Hugo, Charles Baudelaire et Théophile Gautier. Bon, il y en a beaucoup d'autres, c'est très connu. Donc on est vraiment dans une époque, Second Empire, le grand développement de la photographie, ça commence à se démocratiser. Et pour le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, je voudrais citer deux évolutions particulières de l'industrie de la photographie. La première, c'est la naissance de la photographie stéréoscopique, puisque je disais que la photogrammétrie a besoin de deux photographies pour mesurer des objets. Alors, photographie stéréoscopique, soit un même appareil photo va prendre deux photos, mais évidemment, il faut connaître exactement la distance entre les deux positions pour être capable de faire des mesures, ou alors, plus fiable,
mais un peu plus coûteux évidemment, les appareils qui sont directement stéréoscopiques avec deux objectifs. La sensibilité au relief dépendant d'une part de l'écartement entre les deux objectifs qui est fixe et d'autre part de la distance entre le photographe et l'objet qui, elle, est variable. Et puis pour observer ces photos en stéréo, on a développé en parallèle des stéréoscopes. Alors là, c'est une industrie anglaise et française au même moment qui se développe dans les années 1850, où là, vous avez par exemple une photo sur chacune de ces plaques, et puis là, deux miroirs, et l'observateur place son nez ici, et chaque œil peut voir une photo. Alors évidemment, quand vous avez un objet comme ça, qui est ici presque grandeur nature, c'est pas très commode à transporter. Là, c'est un petit peu plus commode, c'est une espèce de paire de jumelles. L'inconvénient est qu'il faut regarder les photos à tour de rôle. Comme c'est une distraction à la fin des repas, où on se passe des photos comme ça, des photos de famille, des portraits, parfois des photos un petit peu grivoises. On en a retrouvé, évidemment, c'est difficile de partager ces bons moments avec ses amis. Donc,